Alors, actuellement, Mme Capretti essaie de définir l'Italie comme une démocratie représentative enrichie par des éléments de démocratie directe. Et elle dit que cette situation est l'aboutissement difficile de l'histoire récente politique italienne. Alors effectivement, il faut faire un petit retour sur l'histoire politique de l'Italie pour comprendre ce qui s'est passé en Italie. En Italie, comme vous le savez, donc avant-guerre, on avait le régime fasciste, qui fut un produit de la démocratie représentative, même si c'était certes, je l'admets, un produit involontaire. On oublie ça souvent, mais il faut rappeler, c'est pas inintéressant de le rappeler, parce que vous avez des gens qui vous disent la démocratie directe, ça pourrait amener à la dictature, etc. Moi, je suis désolé. Toutes les grandes dictatures qui ont eu en Europe entre les deux guerres sont venues de la démocratie représentative. Hein. Comme vous savez, Hitler a été élu tout ce qu'il y a de plus légalement. Il avait le parti majoritaire, et donc le président de la République, Hindenburg, l'a nommé Premier ministre, ce qui était normal, puisqu'il était le parti qui avait le plus de députés. Mais en Italie, c'est exactement pareil. Le 16 novembre 1922, Benito Mussolini est investi Premier ministre par un vote du Parlement italien. C'est le Parlement qui l'a mis au pouvoir, comme en Allemagne, exactement de la même manière. Alors je veux dire, les raisonnements qui vous disent la démocratie directe, ça mène à la dictature, à ce moment-là, il faudrait supprimer tous les parlements, parce qu'il y a des parlements qui ont débouché aussi sur la dictature. Bon. Mussolini, donc, a été nommé à la suite d'un vote du Parlement italien par 316 voix pour, 116 voix contre et 7 abstentions. Le régime demeura d'ailleurs totalement parlementaire classique, si je puis dire, au début. Et il faut attendre le 6 avril 1924, donc 2 ans plus tard, pour que le parti fasciste obtienne la majorité absolue avec 61% des voix, mais là aussi il y a des élections, tout ce qui est plus parlementaire. On peut dire que c'est encore un petit peu après que le régime a changé de nature, vers 1925 à peu près, en ayant des lois de plein pouvoir, disons, qui lui ont permis d'avoir un pouvoir plus important. Et là aussi, c'est le Parlement qui a donné ses pleins pouvoirs au Duce. Alors après la chute militaire du fascisme, le peuple fut appelé à un référendum, d'abord un premier référendum, sous la forme de l'État le 2 juin 1946. Alors il y a eu un débat très passionné pour savoir si l'Italie allait rester une monarchie ou devenir une république à cette époque-là. On a un peu oublié, participation 89% des électeurs, donc énorme, colossal. La République l'a emporté avec 54% des voix, ce qui n'est pas tellement d'ailleurs, avec un différentiel nord-sud, c'est-à-dire que le sud a voté massivement pour la monarchie, alors que le nord votait plutôt pour la République. Le même jour, les citoyens élisaient une assemblée constituante de 556 députés pour élaborer une constitution. Elle a nommé dans son sein une commission composée des politiciens les plus connus et de juristes un peu spécialisés quand même, parce qu'il s'agit de rédiger un texte juridique. Cette commission avait 75 membres et a donc été baptisée la Commission des 75. Après l'expérience du pur parlementarisme d'avant-guerre, qui avait débouché dans le fascisme, les pères de la Constitution pensaient alors qu'il fallait sans doute associer le peuple aux décisions et envisagèrent d'introduire des éléments de démocratie directe. Donc ça s'est fait dès la Constituante, si je puis dire. On envisageait un régime mixte par lequel les citoyens pourraient décider de certaines questions pendant le mandat des parlementaires. Mais les intérêts des très grands partis de l'époque, Parti communiste et démocrates chrétiens, s'y opposèrent. Ils prétendirent que la démocratie directe et la démocratie représentative étaient totalement incompatibles, malgré l'exemple suisse voisin qui prouvait le contraire. Enfin, le Parti communiste, d'autant plus, craignait que le peuple vote mal, c'est-à-dire conservateur, faute d'une formation civique appropriée. Le projet des 75 fut donc modifié par la Constituante en séance plénière, et ont voulu délibérément créer un régime des partis avec un parlement très fort, plus fort que l'exécutif, tout à fait dans le même style que la 4e République en France. Finalement, c'est un peu le même contexte. Donc la commission des 75 a tout de même envisagé un référendum suspensif et un référendum arbitral. Un référendum suspensif, c'était sur le modèle suisse. Un référendum facultatif pouvait se déclencher par pétition populaire après le vote d'une loi par le Parlement. C'est-à-dire qu'on donnait au peuple un droit de veto, finalement, contre une loi votée par le Parlement, comme en Suisse. Le deuxième outil permettait au président de la République de convoquer un référendum s'il y avait un conflit entre les deux chambres, entre le Sénat et la Chambre des députés qui ont les mêmes pouvoirs en Italie. On prévoyait d'ailleurs explicitement, comme en Suisse d'ailleurs, que le résultat du référendum n'entraînerait ni une dissolution du Parlement, ni démission du gouvernement pour que les institutions restent stables. Et effectivement, en Suisse, très souvent, le gouvernement est désavoué totalement par référendum, mais il reste en place. Le Conseil fédéral suisse, le gouvernement suisse, il reste en place, je crois que c'est 4 ans, il a un mandat de 4 ans, et
les variétures. Hein. Quoi qu'il puisse arriver, les ministres restent en place 4 ans, toujours. Ils ne peuvent pas être renversés par l'Assemblée. Hein. Le Conseil national en Suisse ne peut pas renverser le gouvernement. Donc on avait prévu un système un peu du même genre. Alors malgré les oppositions, parce qu'il y avait dans cette constituante les communistes donc, qui ne voulaient pas de la démocratie directe en disant qu'elle était falsifiée parce que le peuple n'était pas assez éclairé, et puis les démocrates chrétiens aussi n'étaient pas du tout favorables à ça, cette démocratie directe. Il faut dire que la démocratie chrétienne en Italie, je dirais, a assez mal commencé dès le départ, parce qu'il faut savoir que, c'est une chose d'ailleurs sur laquelle on se tait un peu pudiquement, enfin on le dit parfois dans certains livres d'histoire, c'est que quand les Américains ont débarqué en Sicile et les armées alliées ont commencé à remonter la botte italienne et en faisant refluer les armées allemandes, les Américains n'ont rien trouvé de mieux que de remettre en place la mafia, pour 2 raisons. D'abord parce que la mafia leur paraissait un réseau de pouvoir antifasciste indiscutable, car le seul régime qui a réussi à vaincre la mafia en Italie, c'est le régime fasciste, avec un préfet d'ailleurs en Sicile notamment, dont j'ai plus le nom en tête là, mais qui est très connu. Donc c'est la première raison. Et puis la deuxième raison, c'est le Parti communiste. C'est-à-dire qu'il y avait un vrai danger communiste en Italie, et les Américains se sont dit, la mafia va nous servir pour lutter contre les communistes. Bon. Enfin, quoi qu'il en soit, c'est pas évidemment l'idéal, je dirais, et la démocratie chrétienne, très très vite, dès le départ pratiquement, a été infiltrée par des éléments mafieux, d'où des corruptions générales, etc., à l'intérieur des parlements régionaux, etc., et toutes sortes de difficultés que le régime italien a pu connaître.